Sur cette image, on peut voir l'amiral Isoroku Yamamoto de la marine impériale japonaise, au centre, penché sur la table. À ses côtés, de gauche à droite, on peut apercevoir le chef d'état-major Matome Ugaki, l'officier de liaison Shigiro Fujii et l'officier administratif Wasuji Watanabe. Cette photo prise sur le cuirassé Nagato en 1940 montre l'amiral consultant des plans, en pleine réflexion tactique ou stratégique. Isoroku Yamamoto occupe une place marquante dans l'histoire militaire de la Seconde Guerre mondiale. Il fut le principal concepteur de l'attaque contre la base militaire américaine de Pearl Harbor dans le Pacifique, l'un des événements japonais les plus significatifs du XXe siècle. Au-delà de son rôle de stratège, il était également conscient des risques et des conséquences vers lesquelles son pays pouvait s'orienter. L'histoire retiendra qu'il a pu prendre des décisions radicales, souvent contre son gré, mais des décisions voulues par l'état-major nippon. Mais qui était cet homme ? Comment est-il devenu l'auteur d'un programme qui allait changer le cours de la Seconde Guerre mondiale ? Cette semaine focus sur Isoroku Yamamoto, le cerveau derrière Pearl Harbor. Isoroku Yamamoto est né le 4 avril 1884, dans la ville de Nagaoka, préfecture de Niigata, sous le nom d'Isoroku Takano. Sixième fils d'un ancien samouraï, il grandit dans un Japon en pleine mutation, qui se tourne de plus en plus vers l'Occident en ouvrant la voie à l'industrialisation et à la modernisation militaire, tout en conservant ses traditions ancestrales. La discipline, la loyauté et l'honneur sont les valeurs cardinales de son éducation. À l'âge de 16 ans, il rejoint l'Académie navale impériale du Japon, la prestigieuse Académie d'Etajima. C'est là que sa carrière militaire prend son envol. À peine diplômé, il participe à la guerre russo-japonaise et en particulier à la bataille de Tsushima en tant qu'enseigne de vaisseau à bord du croiseur Nishin. Le 27 mai 1905, à la suite de l'explosion d'une batterie, Yamamoto est grièvement blessé. Il perd 2 doigts de la main gauche. À la suite de ce conflit, il s'intéresse à la culture occidentale, aux jeux de poker qu'il affectionne particulièrement et à l'apprentissage de l'anglais. Cette ouverture d'esprit le distingue de beaucoup de ses camarades. Son nom de famille, il le prendra plus tard, lorsqu'il sera adopté par la famille Yamamoto en 1916. Ce changement, courant à l'époque, et par lequel des familles sans fils adoptaient de jeunes garçons pour faire perdurer leur patronyme, ne fait que renforcer sa détermination. En 1918, Isoroku Yamamoto épouse Raiko Misashi, avec qui il a 4 enfants, 2 filles et 2 fils. Sa carrière est une ascension rapide. Il est envoyé aux États-Unis entre 1919 et 1921 pour étudier à l'université d'Harvard. Quelques années plus tard, il sert comme attaché naval à Washington. Ces années en Amérique sont cruciales. Il y étudie l'industrie pétrolière du Texas et la production automobile à Détroit. Il réalise que la puissance américaine ne réside pas dans sa marine, mais dans son immense capacité industrielle. C'est à ce moment-là que naît sa conviction que le Japon ne pourra jamais gagner une guerre de longue durée contre les États-Unis. Il aurait dit à un de ses collègues : Dans l'hypothèse d'une guerre avec les États-Unis et la Grande-Bretagne, je peux bien vous mener de victoire en victoire pendant 6 mois à 1 an. Mais si la guerre se prolonge, je n'ai aucun espoir de succès. De retour au Japon, Isoroku Yamamoto gravit rapidement les échelons et devient en 1939 commandant en chef de la flotte combinée, la marine de haute mer japonaise. Il est un ardent défenseur de cette arme et un opposant farouche au traité de désarmement naval, qui limitait la taille de la flotte japonaise. Il croit que la puissance navale doit reposer non sur les cuirassés, symbole du passé, mais sur les porte-avions, les navires de l'avenir. Pendant ces années, Yamamoto, qui n'est pas encore un acteur politique central, émet des réserves à propos de l'invasion de la Mandchourie en 1931 et de la guerre contre la Chine en 1937. Il désapprouve également les accords et alliances avec l'Allemagne nazie. À cette époque, Yamamoto est aussi à l'origine d'un certain nombre d'innovations dans le domaine de l'aéronautique navale. Souvent associé aux porte-avions, il contribua aussi grandement au développement de l'aviation opérant depuis des bases terrestres, avec notamment la conception des bombardiers G3M en 1935 et G4M en 1939. Le 15 novembre 1940, il est promu amiral de la flotte japonaise. Il est également un fervent opposant à une guerre contre les États-Unis. Il a vu, de ses propres yeux, la puissance industrielle américaine et sait que l'issue serait désastreuse pour le Japon. D'ailleurs, comme l'indiquera plus tard le président Franklin Delano Roosevelt, Puisque la bombe atomique existe en fait, elle sera fatalement utilisée, tôt ou tard. malgré les avertissements des États-Unis, le Japon s'engage sur la voie de la guerre. Les militaristes sont à la manœuvre, et la pression pour une expansion dans le Pacifique et en Asie du Sud-Est est immense. Le gouvernement japonais prend la décision de s'attaquer aux intérêts américains. Mais Yamamoto sait que le coup de grâce doit être donné d'entrée de jeu.
Isoroku Yamamoto est donc chargé de concevoir le plan d'attaque sur Pearl Harbor, situé à Hawaï. C'est une mission qu'il accepte avec résignation, surtout parce qu'elle était approuvée par l'empereur Hirohito le 5 novembre 1941. Il sait que la victoire sera éphémère. Son plan est audacieux. Avec l'aide de son collaborateur, le contre-amiral Matome Ugaki, il propose une attaque surprise, menée depuis les porte-avions. Attaquer Pearl Harbor, c'est neutraliser la flotte américaine du Pacifique, et donner au Japon un avantage stratégique suffisant pour consolider ses gains territoriaux en Asie du Sud-Est. L'opération a lieu le 7 décembre 1941. Au petit matin, 2 vagues successives de 350 avions nippons s'abattent par surprise sur Pearl Harbor. L'attaque est un succès tactique total. La flotte américaine est lourdement diminuée, 19 navires américains sont coulés ou gravement endommagés, 188 avions sont détruits et près de 3600 soldats sont morts ou blessés. C'est une démonstration de force aéronavale. Mais dans le chaos de la victoire, un détail crucial est manqué. Les porte-avions américains n'étaient pas à quai, mais en mer, loin de Pearl Harbor. Hideki Tojo, le premier ministre de l'Empire du Japon, est souvent considéré comme l'officiel qui a ordonné cette attaque, qui tenait les ficelles de Yamamoto, impuissant. Le bras droit de l'empereur Hirohito fut alors, plus tard, condamné à mort par le tribunal de Tokyo. Quand les nouvelles de l'attaque lui parviennent, Isoroku Yamamoto ne jubile pas. Son humeur est plutôt sombre. Il aurait confié « Je crains que tout ce que nous avons réussi, c'est de réveiller un géant endormi et de le lui donner une terrible détermination. » Cette phrase, souvent répétée, illustre parfaitement son état d'esprit. Il savait que le succès initial ne serait qu'une illusion. Le géant endormi, l'industrie américaine, allait se réveiller et se préparer à une guerre de production que le Japon ne pouvait pas espérer gagner. La suite de l'histoire lui donna tragiquement raison. Sur le plan politique, l'attaque de Pearl Harbor fut un désastre pour le Japon. Le pays s'attira la haine immédiate des États-Unis à cause du caractère fourbe de l'opération et des nombreuses pertes enregistrées. L'opinion publique se mobilisa et entraîna le pays dans le conflit mondial. Le président Roosevelt dira, devant le Congrès, le 11 décembre 1941, « Je demande que le Congrès déclare que depuis l'odieuse et nullement justifiée agression japonaise le dimanche 7 décembre, il existe un état de guerre entre les États-Unis et l'Empire du Japon. » La bataille de Midway, en 1942, est un tournant fatal. Les porte-avions japonais, qui avaient si brillamment réussi à Pearl Harbor, sont perdus, scellant le sort de la guerre pour le pays du soleil levant. Isoroku Yamamoto continue de se battre, mais la défaite est inévitable. Son destin prend fin le 18 avril 1943, au-dessus de l'île de Bougainville, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'amiral japonais, pour remotiver ses troupes, décide de visiter plusieurs bases dans le sud du Pacifique, mais les services de renseignement américains, ayant intercepté et déchiffré un de ses messages, connaissent son itinéraire exact. Lors de l'opération Vengeance, des chasseurs P-38 Lightning sont envoyés pour l'intercepter. Son avion est abattu, et Isoroku Yamamoto meurt en mission. Sa mort est un coup terrible pour le moral du peuple japonais, qui le vénérait. Le géant endormi qui l'avait réveillé avait eu raison de lui. Isoroku Yamamoto n'était pas un héros sans faille, ni un monstre sans conscience. Il était un stratège et un marin brillant, pris entre la vision de son propre pays et la réalité brutale d'une guerre qu'il savait impossible à gagner. Il a donné au Japon sa plus grande victoire militaire, tout en prédisant son propre échec. Sa vie est un rappel que la victoire tactique peut aussi masquer la défaite stratégique, et que les hommes sont parfois contraints de mettre en œuvre des plans qu'ils désapprouvent au plus profond d'eux-mêmes.